La jeune fille noire qui a dénoncé la fraude aux Grammy Awards en direct à la télévision. Vous là? La jeune fille noire au fond, avec son uniforme bon marché. Montée sur scène, tout de suite. La voix de Chase Hendricks transperça le théâtre Orpheum comme une lame, tranchante et impérieuse. 500 invités se retournèrent d'un seul mouvement. 2 millions de téléspectateurs, rivés à la retransmission en direct, regardaient Hara Williams, 11 ans à peine, originaire de Compton, sentir ses mains trembler sous l'éclat soudain des projecteurs. L'atmosphère se chargea d'appréhension, tous les regards rivés sur la petite silhouette figée dans l'ombre. Chase la saisit par l'épaule avec une force telle qu'elle laissa des marques, la tirant brutalement au centre de la scène, là où les lumières étaient les plus intenses. « Voyons voir si vous savez chanter ou si vous ne faites que prendre de la place », lança-t-il avec mépris dans le micro, dégoulinant de dédain, en claquant des doigts vers le groupe derrière lui. « Donne-lui Iggy Grund. Cette note impossible qui m'a permis de vendre 2 millions de disques. » Il se pencha vers son oreille, son micro coupé, mais le sien toujours allumé, captant chaque mot pour le monde entier. « Rate discrètement, gamine. Ne fais pas d'esclandre. » Le public entier retint son souffle, la tension était palpable. Ce que fit Zara ensuite ne se contenta pas de le contredire sur le moment. Cela mit un terme brutal à tout ce sur quoi il avait bâti sa carrière. Des années de mensonges soigneusement construits s'effondrant sous nos yeux. 4 heures plus tôt, Zara se tenait nerveusement en coulisses, dans ce même grand théâtre, l'estomac noué par l'excitation et la peur. Elle vivait dans un petit 2 pièces à Compton avec sa mère célibataire, infirmière de nuit qui peinait à joindre les 2 bouts, et ses 2 jeunes frères qui partageaient son lit les nuits les plus froides. L'argent était toujours l'ennemi silencieux chez eux. Pourrait-il se permettre de faire les courses cette semaine, ou devrait-on encore se contenter de nouilles instantanées? Zara chantait depuis l'âge de 5 ans, chaque dimanche assise au 2e rang de la chorale de l'église baptiste New Hope. À 7 ans, sa directrice de chorale, Madame Johnson, avait pris sa mère épuisée à part après l'office, les yeux écarquillés. « Votre fille a l'oreille absolue, madame. Une personne sur 10 000 peut identifier n'importe quelle note à l'oreille. Elle perçoit des fréquences qui nous échappent complètement. » Malgré sa fatigue, sa mère rayonnait, mais la réalité la rattrapa vite. Que faire de ce don? Une formation professionnelle dans des écoles comme Berkeley ou Juilliard. Madame Johnson secoua tristement la tête. Cela coûte cher, nous n'avons clairement pas les moyens. Alors Zara continua de chanter où elle le pouvait. À l'église, dans la chorale de l'école primaire Jefferson, dont le budget musique avait été réduit 3 années de suite, et seule dans sa chambre le soir. Elle apprenait toute seule des gammes complexes grâce à des vidéos YouTube tremblantes visionnées sur le vieux téléphone portable cabossé de sa mère, atteignant des notes de registre aigu qui sonnaient comme de délicats carillons fendant l'air nocturne. Elle ignorait à quel point son étendue vocale était rare, durait 3 envois de poitrine jusqu'au sol 6 sans se briser. C'était tout simplement naturel, comme respirer. Lorsque la lettre annonçant que l'école primaire Jefferson avait été sélectionnée pour le gala de charité annuel de Chase Hendricks arriva, toute l'école explosa de joie. 20 élèves de la chorale allaient chanter en chœur sur une vraie scène, et l'événement serait diffusé en direct à la télévision nationale. La mère de Zara s'offrit une nouvelle blouse blanche dans le rayon des soldes du magasin du coin, laissant les étiquettes au cas où elle devrait la rapporter le lendemain matin. Chase Hendricks était l'enfant chéri de la pop. 4 albums de platine, 2 Grammy Awards étincelant sur sa cheminée, des contrats publicitaires colossaux avec Pepsi et Nike illuminant les panneaux d'affichage partout. Son image publique reposait sur celle d'un généreux bienfaiteur d'enfants défavorisés comme Zara, organisant chaque année des galas dans différentes villes pour récolter des fonds pour les écoles qui en ont le plus besoin. La presse s'en délectait, le qualifiant de voix d'une génération. Au cœur de sa célébrité se trouvait cette note de sifflement caractéristique, le Do 6, à la fin de son tube Iggy Grund. Un son si pur et si aigu que personne d'autre ne pouvait le reproduire en direct, du moins selon la légende. Or, ce même après-midi, lors des balances, Zara s'était aventurée trop près des coulisses par pure curiosité, impatiente d'apercevoir la scène mythique. Elle avait entendu quelque chose qui réduisait le mythe à néant. Chase avait commencé le couplet en force, sa voix polie et soignée, fruit d'années de cours de chant onéreux. Mais lorsqu'il aborda le pont et tenta d'atteindre cette fameuse note aiguë, tout se brisa. Sa voix se brisa violemment autour du La 5, 2 tons en dessous de la note visée, rauque et sans maîtrise. Il s'arrêta net, la frustration explosant, et s'en prit à son ingénieur du son dans l'ombre. « Monte le volume sur ce passage, j'ai besoin de plus de soutien. » L'ingénieur acquiesça rapidement, ajustant les potentiomètres de son matériel. Chase réessaya, et cette fois, le Do 6 jaillit parfaitement des enceintes. Mais la note ne venait pas de sa gorge. L'oreille absolue de Zara l'aperçut instantanément. Le léger scintillement numérique, la façon artificielle dont la note semblait se poser sur la musique au lieu de s'y fondre naturellement comme le ferait une vraie voix. Cette note emblématique n'était pas Chase. C'était une piste d'accompagnement,
lancée en direct pour simuler la magie. Elle était retournée dans les gradins sans un mot. Qui pourrait croire une fillette noire de 11 ans de Compton plutôt qu'une superstar multimillionnaire, lauréate de Grammy et soutenue par de grandes entreprises? Maintenant, sous les projecteurs aveuglants de la scène, la menace murmurée de Chase résonnant encore dans ses oreilles comme un glas, Zara comprit le froid calcul qui se cachait derrière tout cela. Il l'avait repéré traînant près des coulisses pendant les balances, son regard perçant scrutant le témoin potentiel. Il ne s'agissait pas d'un petit coup de projecteur bienveillant. C'était une punition préméditée, conçue pour la discréditer à jamais avant même qu'elle ait pu dire un mot. Le groupe lança les premiers accords de Hygge Grund, l'intro emplissant la salle comme un orage qui gronde. La bouche de Zara se dessécha complètement, sa gorge se serra. « Je crois que je n'y arriverai pas », parvint-elle à murmurer d'une voix à peine audible. « Bien sûr que si, ma chérie », tonna Chase à l'intention du public et des caméras, d'un ton faussement chaleureux. Mais tout le monde savait que le moment fatidique approchait, cette ascension implacable vers son précieux fossé 6. Il recula d'un pas, un sourire narquois aux lèvres, les bras croisés, s'attendant à ce qu'elle s'écrase lamentablement. Zara inspira profondément, les mots de sa grand-mère, prononcés ce matin même, résonnant en elle comme une bouée de sauvetage. « Ma chérie, si quelqu'un essaie de te rabaisser, tiens bon, quoi qu'il arrive. » Elle ouvrit la bouche pour chanter, mais s'arrêta net, sa voix fragile perçant la musique, claire comme du cristal, captée par le micro. « Monsieur Hendrix ?» Son sourire habituel se figea. « Oui. Pourriez-vous couper la bande-son, s'il vous plaît? Je veux chanter pour de vrai. » Des exclamations de surprise parcoururent les premiers rangs comme une série de dominos. Chase cligna des yeux, pris au dépourvu pour la première fois. « Qu'avez-vous dit? La bande-son. Pouvez-vous la couper? Vous avez chanté sans pendant la balance. Juste vous. » Des murmures se répandirent dans le public. Les téléphones jaillirent, les appareils photozoomèrent. Sa mâchoire se crispa visiblement, un muscle tremblant. La balance, c'est différent d'un concert. Alors chante-la d'abord. Montre-moi exactement comment tu fais sans la bande-son. Le théâtre entier sembla retenir son souffle pendant ces 3 interminables secondes de silence. Puis Chase laissa échapper un rire sec et forcé qui ne trompa personne. « Vous voulez que je passe une audition pour vous maintenant? Non, monsieur. Je veux juste voir si vous arrivez à atteindre la note vous-même. » Le public s'agita. « Très bien, » siffla-t-il entre ses dents serrées, en faisant signe à son ingénieur du son de se tourner vers lui. « Coupez la bande-son. Tout, maintenant. » L'ingénieur hésita une fraction de seconde avant d'appuyer sur le bouton. La musique s'estompa instantanément, dépouillée, brute et exposée sans son filet de sécurité numérique. Chase leva son micro, rayonnant toujours de confiance, et se lança dans le couplet. Puissant au début, chaque note maîtrisée et professionnelle grâce à des années d'entraînement. Le public commença à se détendre légèrement, se demandant s'il ne s'agissait pas d'un malentendu, si le jeune homme ne s'était pas trompé. Mais le pont arriva, la mélodie montant toujours plus haut, Mi4 à Sol 4 à Si4. La voix de Chase suivait la note avec assurance au début, mais de subtils craquements apparurent. Sa nuque se tendit, ses épaules se remontèrent vers ses oreilles, comme pour le trahir. Ré 5, Mi 5, La 5. Puis il se jeta sur le Do 6. Sa voix se brisa comme du verre bon marché sur le La dièse, un ton et demi plus bas, se réduisant en miettes. Il s'interrompit brusquement, toussant pour masquer sa douleur par un rire faible. « Désolé, les amis, j'ai juste la gorge sèche ce soir. C'est précisément pour ça qu'on utilise des pistes d'accompagnement, pour protéger la voix pendant ces longs concerts. » Le tour de Zara la consuma d'une rage sourde et contenue. Cet homme avait bâti un empire entier sur du son volé, dupant des millions de personnes, et voilà qu'il était mis à nu par le gamin qu'il avait choisi de ridiculiser publiquement. Mais ce que personne dans la salle ne savait encore, ce que Zara avait aperçu dans ses yeux paniqués lorsqu'il avait flanché, c'était la petite cicatrice fraîche sur la main de son ingénieur du son, encore rouge et bandée à la hâte lors de la balance. Pourquoi cette retouche précipitée juste avant le début du spectacle? Ce détail négligé allait révéler tout ce qu'il avait dissimulé pendant des années. Si ce duel brut vous captive et que la force tranquille de Zara face à l'adversité vous tient en haleine, abonnez-vous pour ne rien manquer de l'histoire. Comment la vérité d'une jeune femme réduit en cendres le trône d'une superstar. Sous les projecteurs impitoyables, le rire de Chase se brisa comme du verre fragile, faible et peu convaincant. La gorge sèche? Les pistes d'enregistrement sont là pour protéger la voix les soirs comme celui-ci, répéta-t-il, balayant l'incident d'un revers de main devant les caméras, comme si cela faisait partie du spectacle. Mais le mal était déjà fait. Les chuchotements initiaux s'étaient transformés en bavardage, les téléphones capturant chaque veine gonflée dans son cou, chaque trace de tension dans ses yeux. Zara resta figée, sa silhouette menue complètement écrasée par son ombre imposante. Pourtant, ses paroles, d'une voix assurée, résonnaient plus lourd que ses excuses. « Tu as joué cette note 27 fois sur l'album.
Je les ai toutes comptées. Et dans tous les extraits live officiels en ligne, c'est parfait à chaque fois aussi. La foule se tortilla mal à l'aise, les yeux rivés sur l'homme qu'elle avait idolâtré comme intouchable point et elle s'approcha encore, son souffle chaud et acide sur son visage, baissant son micro pour murmurer à son intention. « Écoute-moi bien, petite fille des HLM, tu t'es complètement dépassée. Laisse-moi tranquille. » Mais Zara ne broncha pas, sa voix se fit plus ferme. « J'ai l'oreille absolue, monsieur Hendrix. La note de l'album sonne exactement à 1046,5 Hz, soit un do si pur. Ce que vous venez de chanter atteint 932 Hz, un la dièse bémol. Et ça ne correspond même pas à votre timbre. » Sur la pochette, Sophia Mitchell est créditée pour les chœurs. Le chaos éclata instantanément. Les halètements se muèrent en cris, un spectateur au premier rang s'écriant « Elle a raison !» assez fort pour que les micros captent. Le masque impeccable de Chase s'effondra complètement. Sa main se tendit brusquement pour saisir à nouveau son bras, tirant violemment. « C'est fini, ici, maintenant. » Puis, comme un coup de tonnerre venu des coulisses, en fait, elle a raison sur toute la ligne. Son ingénieur du son s'avança dans la lumière, le visage blême et exsangue, la sueur perlant sur son front malgré la fraîcheur de la salle. « Ça fait 5 ans que je suis avec toi, Chase. À chaque concert, chaque soir, je lance exactement cette piste d'accompagnement. Tu n'as jamais joué cette note en live. Pas une seule fois. » Le monde de Chase s'écroula violemment. Une trahison brutale, un coup de poignard cinglant venant de celui qui avait couvert son secret pendant 5 ans, sous les yeux du monde entier. Le théâtre explosa en un véritable chaos. La sécurité se précipita sur scène tandis que Chase, furieux, la quittait en trombe, bousculant les techniciens point en coulisses. C'était la panique, manager hurlant, attaché de presse affairée. Mais la rage de Chase ne fit que s'attiser dans l'isolement d'une loge en fumée, où régnait une atmosphère de désespoir. À minuit, son manager fit irruption, le téléphone collé à l'oreille. 2 millions de personnes ont vu cette bourde en direct. Les sponsors appellent déjà, furieux. Pepsi est en attente. Chase arpentait la salle comme un animal en cage, les poings serrés à sans blanchir les articulations. Cette gamine, une inconnue de Compton, elle ruine ma carrière comme ça, il faut trouver des dossiers compromettants sur elle. Creuser, et tout de suite. Son équipe s'est mobilisée sans relâche pendant la nuit. La mère de Zara enchaînait les doubles gardes à sticker les sols entre 2 vacations d'infirmière à l'hôpital du comté. Il fallait divulguer son emploi du temps en le déformant. De vieilles photos de classe montrant son tampon sur la boîte à cantine gratuite. Il fallait les afficher dans les tabloïds. Fait-on une arnaqueuse désespérée, a-t-il grogné dans son téléphone. Dépeigner toute sa famille comme des opportunistes avides de mon argent. Au petit matin, les tabloïds et les réseaux sociaux s'enflammaient. La mère de la star du gala mendie. Toute cette arnaque pour la gloire. Les notifications de Zara étaient inondées d'insultes racistes. Sale gosse ingrate. Reste à ta place, parasite. Zara se blottit contre lui dans leur appartement sombre et éclairé par des lumières vacillantes, tandis que l'aube pointait. Ses petits frères s'accrochaient à elle, et les portes vibraient sous les cris de fans furieux rassemblés dehors, hurlant « menteuse » et jetant des bouteilles vides qui se brisaient sur le béton. Les yeux de sa mère s'emplirent de larmes, la batterie de son téléphone appela après des appels menaçants incessants. « Ma chérie, il ne pourra pas nous briser le cœur éternellement, on tient bon. » Mais Chase persista, impitoyable. Son avocat, Robert Kraft, débarqua à 1 heure du matin, la mallette luisante sous la lumière du porche, tel un sourire de prédateur. Signez ceci immédiatement. Admettez avoir menti pour attirer l'attention et la gloire. En échange, Monsieur Hendrix finance personnellement votre bourse d'études complète. 50 000 $ directement pour Juilliard ou toute autre université de votre choix. Zara fixa le document, les mots tordant sa vérité en chaîne de fer, la forçant à se traiter d'impostrice. Le don à l'école était aussi une tentation alléchante. 500 000 $ destinés au programme de musique de Jefferson. Refusée, elle risquait des poursuites judiciaires visant tout ce qu'elle aimait. Une angoisse suffocante l'envahissait. Cet homme maniait sa fortune comme une massue, la considérant non comme une menace réelle, mais comme une proie facile à écraser sans hésiter. Madame Johnson arriva quelques minutes plus tard, serrant l'épaule de Zara d'une poigne de fer, tandis que les larmes sillonnaient ses joues. Ses Grammys sur son étagère? Ils sont entièrement bâtis sur le meurtre de Sophia et d'une douzaine d'autres comme elle. Il se cache derrière des accords de confidentialité en béton et paie des figurants 2 000 $ pièce pour qu'ils disparaissent à jamais dans le silence. Chase, retranché dans son manoir à l'autre bout de la ville, envoya des SMS à ses proches sans hésiter. Enterrez-les tous. Commencez par l'école, menacez directement le proviseur. La famille de la gamine ensuite, et faitant une affaire personnelle. Son arrogance l'aveuglait complètement.
il avait déjà fait tomber des « inconnus », comme ça, les voyant s'effondrer sous la pression. Mais tandis que Zara murmurait un « non », ferme au papier empoisonné, refusant le pot de vin, une colère sourde s'alluma en elle. Une fureur brute et sans filtre contre son masque narquois qui dissimulait un cœur vide et creux de voleur. Il était loin de se douter que son refus silencieux venait d'allumer la mèche sur laquelle il avait, sans le savoir, versé de l'essence. Ce que Chase ne remarqua absolument pas dans le feu de la panique. La cicatrice fraîche sur la main de l'ingénieur du son n'était pas un hasard. Elle était la conséquence de la destruction de son propre matériel d'enregistrement dans un accès de rage aveugle, quelques heures seulement avant le concert, alors qu'il tentait désespérément d'effacer les journaux du serveur prouvant chaque performance truquée. Mais Zara avait aperçu les horodatages lumineux sur cet écran pendant la balance, des chiffres qui ne correspondaient absolument pas à sa sacro-sainte légende du live. Ces chiffres précis le consumeraient bien plus profondément que n'importe quelle fausse note. Le « non » catégorique de Zara résonna dans l'appartement plongé dans la pénombre comme le claquement d'un marteau de juge, figeant le sourire forcé de l'avocat Kraft en une expression glaciale avant qu'il ne sorte en trombe, sa mallette claquant avec un claquement définitif. À l'aube, dans la lumière grise, ce fut l'enfer. Des photos de leur immeuble délabré s'affichèrent dans tous les grands médias, présentés comme QG de l'escroquerie à Compton, accompagnés du bulletin de salaire de sa mère, infirmière, divulgué et utilisé avec une cruauté sans nom comme preuve qu'elle exploitait sa fille pour se faire de l'argent facile. Les téléphones vibraient sans cesse, les menaces de mort affluant. Les petits frères de Zara, tremblant sous des couvertures usées, gémissaient doucement tandis que des fans à l'extérieur lançaient des bouteilles qui se brisaient contre les fenêtres comme des coups de feu. La poitrine de Zara se serra sous l'effet d'une honte insoutenable, non pas d'avoir dit la vérité, mais de voir la peur viscérale se peindre sur les visages de sa famille. Les mains de sa mère tremblaient violemment tandis qu'elle murmurait entre deux sanglots. « On ne peut pas perdre cette maison, ma chérie, pas après tout ce qui s'est passé. » L'école s'était transformée en véritable champ de bataille en milieu de matinée. Le principal convoqua une réunion d'urgence dans son bureau exigu. Le conseil d'administration suspend Ara indéfiniment. Les avocats de Chase menacent notre budget tout entier. Ce don de 500 000 $ disparaîtra si nous la soutenons, même un peu. Madame Johnson ouvrit la porte avec une telle force qu'elle rebondit contre le mur, les yeux flamboyants. Ce soi-disant don de voleuse, de l'argent du sang, souillé par des voix volées depuis 20 ans. Nous ne céderons pas, nous riposterons. Elle devint instantanément le pilier inébranlable de Zara, l'entraînant clandestinement par des couloirs dérobés jusqu'à un bureau poussiéreux encombré de vieilles cassettes de répétition de chorale et de dossiers oubliés. C'est toi qui as allumé le feu, ma chérie. Maintenant, on attise les flammes jusqu'à ce qu'ils le consument. Les nuits secrètes se muèrent en un labeur acharné. Madame Johnson épluchait les copies numérisées des journaux de tournée officiels de Chase, vérifiant chaque horodatage dont Zara se souvenait des balances, des incohérences flagrantes partout, la preuve irréfutable de dizaines de concerts live, truqués et présentés comme authentiques. Mais le doute rongeait Zara, une blessure vive et profonde. Une vidéo truquée et violemment montée fit surface, montrant ses larmes simulées sur scène, et les commentaires explosèrent. Fausse victime, des larmes de crocodile pour faire le buzz. Seule dans les toilettes de l'école ce soir-là, son cœur se brisa en 1000 morceaux lorsqu'elle sanglota dans une serviette rêche, la première véritable fissure d'une terreur viscérale perçant son armure. Du haut de son immense villa perchée sur les hauteurs d'Hollywood, Chase jubilait en sirotant un vieux scotch pur, tandis que ses avocats déposaient une plainte en diffamation de 10 millions de $, visant Ara, Sophia Mitchell et l'ensemble du personnel de l'école primaire Jefferson d'un seul coup. « Écrase-les », a-t-il texté sans hésiter à son impitoyable attaché de presse. Son arrogance atteignit des sommets grotesques cet après-midi-là, lors d'un direct Instagram arrogant. Une crise de colère d'enfant dans la cour de récréation va ruiner ma réputation ? Regarder sa famille ruinée s'effondrer comme du carton. Une cruauté subtile et tenace s'est accumulée. Des tuyaux anonymes transmis aux tabloïds ont dépeint la mère de Zara comme une exploiteuse manipulatrice qui utilise sa fille talentueuse, tandis que ses frères étaient salis et présentés comme de futures proies faciles pour les gangs. Il a totalement sous-estimé son silence grandissant, le réduisant aux sanglots d'une enfant qui finit par céder. Mais dans l'ombre, Zara et Madame Johnson ont patiemment constitué un arsenal redoutable. Des analyses de fréquences générées par l'application gratuite de Zara, une photo prise en douce de la cicatrice compromettante de l'ingénieur du son pendant les balances, et même une version scannée de l'accord de confidentialité original de Sophia, que Madame Johnson avait extorqué à une choriste d'Atlanta, visiblement nerveuse. Puis, à 7 heures précises, un coup sec a retenti à la porte de leur première véritable allié. Diana Carter se tenait là, impeccable en tailleur, l'air déterminé, sa mallette chargée de promesses. Sophia Mitchell a fait appel à notre cabinet à titre gracieux hier soir. Quand on a vu une plainte à 10 millions de $ contre une enfant de 11 ans. 3 associés principaux se sont portés volontaires sur le champ. En quelques minutes,
Leur petite table de cuisine s'est transformée en véritable salle de guerre. Les plans d'une action collective massive contre la fraude aux billets pour chaque date de la tournée, ainsi que les violations d'accords de confidentialité susceptibles de ruiner les maisons de disques complices. La fougue de Diana faisait écho à la détermination sans faille de Madame Johnson. Elles ont travaillé sans relâche avec Zara sur sa déclaration personnelle, l'aidant à garder une voix inébranlable sous la pression. La première petite victoire est arrivée à midi. La vidéo brute de Sofia a été mise en ligne, son contrat brandi fièrement devant la caméra. J'ai chanté son précieux Do 6 pour la modique somme de $2000, réduite au silence par un accord de confidentialité pendant 15 longues années. Cette courageuse Zara a libéré ma voix quand je n'y arrivais pas, les vues ont explosé, dépassant le million en quelques heures. Les premières fissures sont apparues dans l'armure impénétrable de Chase, ses propres fans commençant à se retourner contre lui, et le cours de ses actions a grimpé en flèche. Chase a riposté violemment et personnellement, en divulguant l'adresse personnelle de Madame Johnson sur son réseau. Mais cela s'est retourné contre lui de façon spectaculaire. Les enseignants du district se sont mobilisés du jour au lendemain, et une cagnotte GoFundMe a dépassé les $100 000 le soir même pour sauver le programme de musique. Zara entrevit pour la première fois une lueur d'espoir, mais la tension était palpable. Diana la prévint d'un ton neutre autour d'un café. Ses prochains actes seront encore plus dévastateurs, prépare-toi à la tempête. Tard dans la nuit, Zara se retrouvait seule à examiner ses horodataages disparates à la lampe torche, ses doigts traçant mentalement la cicatrice de l'ingénieur, ses bûches qu'il avait brisées dans un accès de panique. Les sauvegardes dans le cloud étaient intactes, un reflet que Zara avait aperçu furtivement sur l'écran de son application mobile pendant la balance. Leurs préparatifs se déroulaient désormais dans le plus grand secret, son calme apparent masquant une détermination forgée par la tempête et qui s'aiguisait d'heure en heure. Les obstacles semblaient insurmontables, mais chaque esquive désespérée ne faisait qu'aiguiser son tranchant, le rendre plus redoutable, ce que toute l'équipe de Chase ignorait totalement. Cette fameuse vidéo des « larmes simulées » qui avait manipulé l'opinion publique, la caméra cachée du téléphone de Zara, lors des balances, avait capturé 30 secondes d'une netteté cristalline. Son ingénieur du son, pris de panique avant le concert, murmurait à une choriste des détails sur 87 tournées truquées d'affilée. Ces secondes d'or pur, horodatées, attendaient patiemment leur heure de gloire, prêtes à allumer l'étincelle finale. Dans la salle d'audience de la juge Patricia Moreno, une faible lueur fluorescente bourdonnait, les boiseries usées absorbant l'attention comme les cicatrices de batailles lointaines. Chase Hendricks dominait la table des plaignants, entouré de 5 avocats impassibles, vêtus d'un blazer bleu marine sur mesure. Son expression, un masque parfait de dignité blessée, était admirable devant les caméras. Zara, petite et sereine, était assise entre sa mère et Diana Carter, ses jambes effleurant le sol. Son chemisier blanc impeccable tenait bon malgré des mois de guerre. Ce n'était pas le procès au complet, mais une audience préliminaire cruciale pour déterminer si Chase pouvait obtenir une injonction de non-divulgation contre Zara, Sofia et l'école, les réduisant au silence à jamais. La salle d'audience était bondée d'une trentaine de personnes, des journalistes avides et des partisans inconditionnels qui avaient fait la queue depuis l'aube. La juge Moreno, une femme d'affaires latine influente d'une 60aine d'années, forte de 20 ans d'expérience, observait froidement l'équipe pléthorique de Chase. « Vous poursuivez une enfant de 11 ans pour des mots? Allez-y, mais faites-le bien. » Diana Carter lança les hostilités sans ménagement, tablette en main. L'intégralité des images du gala, sans montage, défila sur l'écran géant de la salle d'audience. Chacun revit Chase traînant à ras de force sur scène, son murmure venimeux échoue en silence. Gamine, résonnant clairement du micro ouvert, sa voix se brisant pitoyablement sur l'écran à 5 comme de la glace sous des bottes. Le tribunal resta figé, revivant l'humiliation instant après instant. Le plaignant ne s'est pas contenté de l'humilier en premier lieu. Il a orchestré tout ce fiasco, lança Diana d'un ton glacial. Ce n'est pas de la diffamation. C'est la conséquence directe de ses propres mensonges mis au jour. Kraft, rouge de colère, gonfla le torse, soutien vocal classique du secteur. Ce gamin a déformé le contexte professionnel par malice pour se faire un nom. Moreno le coupa net. Ses déclarations étaient-elles fausses? Oui ou non, une réponse claire. Un silence pesant s'installa. Kraft se tortillait sur son siège. Trompant le contexte, votre honneur. C'est non, rétorqua-t-elle sèchement en se retournant. Des preuves pour mademoiselle Williams. Diana appela Sophia Mitchell à la barre. Serment prêté sur le champ, contrat brandi, $2000 par lettre fantôme, accord de confidentialité conçu pour ruiner ma solvabilité pendant 15 ans. Le contre-interrogatoire de Kraft fut un fiasco total. Moreno le balaya d'un revers de main. Puis vint le coup de grâce, la voix d'acier de Moreno. « Monsieur Hendricks, vous êtes sous serment même hors de la barre. Chantez ce dos si litigieux ici et maintenant. » Chase blêmit, ses avocats fouillant frénétiquement dans leur dossier.
Sans rapport avec la procédure, votre honneur. C'est plus que pertinent. Vous avez rempli des salles pendant des années avec des billets pour votre prestation vocale en direct. Prouvez-leur qu'ils ont tort. Les veines de son cou se gonflèrent de colère. Il parvint à chanter un couplet d'abord assez bien, mais le pont fut laborieux. Une autre fausse note sur le La5, rauque et indéniable. Le tribunal retint son souffle. Un journaliste chevronné murmura à voix haute, identique au fiasco du gala. Chase toussa désespérément, ma voix n'est pas échauffée, condition de performance. Le marteau de Moreno planait, menaçant, injonction rejetée catégoriquement. Sanctionner la plaignante pour une action frivole, visant uniquement à faire taire la vérité. Le premier amendement protège ses propos, monsieur Hendricks, même ceux qui vous coûtent cher. La salle explosa de joie. Les flashs crépitaient sans relâche tandis que l'empire de Chase s'effondrait en direct, enregistré point mais l'atout caché de Zara explosa ensuite. Diana diffusa sans prévenir l'enregistrement de sa balance son « une mine d'or ». L'ingénieur du son chuchotait frénétiquement à une choriste. Chase a truqué 87 concerts d'affilée, sauvegarde dans le cloud prêt au cas où il planterait. Les horodatage étaient accablants, antérieurs à toutes ces déclarations de live. Chase bondit hors de son siège, preuve fabriquée, coup monté. Trop tard, glacial. Les scans de l'accord de confidentialité de Sophia synchronisaient les fréquences audio au pixel près. Son timbre se superposait au sien, un décalage parfait. Marcus Webb témoignait à distance par vidéo, la voix rauque, j'ai mixé cet album moi-même. C'est la voix de Sophia, pas la sienne, à 100%. Reviravolta asséna un coup de grâce. L'ingénieur du son de Chase, assigné à comparaître à la dernière minute par Diana, se traîna jusqu'à la barre, une cicatrice fraîche et visible sur sa main. J'ai tout saccagé dans la panique pour cacher ces enregistrements, mais j'ai tout sauvegardé grâce à un logiciel de sauvegarde en ligne. Chaque C6, mon doigt sur la gâchette, soir après soir. La trahison fut un véritable coup de poing en plein estomac. Chesalta, traître. Le visage blême, ravagé par la sueur et la panique, point le chaos atteignit son paroxysme à l'extérieur. 60 minutes diffusa l'intégralité du reportage ce soir-là. 18 millions de téléspectateurs suivirent l'analyse des contrats, les graphiques de fréquences irréfutables, Chase esquivant l'appel direct de Rachel Goldstein, chante en direct. Prouve-lui qu'elle a tort. Les sponsors s'enfuirent en masse, Pepsi en premier, Nike quelques secondes plus tard. Son label a rompu le contrat en pleine heure. Sa résidence à Las Vegas a été annulée à l'aube. Le coup de gueule désespéré de Chase sur Instagram Live criait « Chasse aux sorcières par des jaloux ». Mais le nombre de vues a chuté en flèche, les fans comparant ses échecs aux performances impeccables de Zara sur scène, et les partages sont devenus viraux. Reviravolta l'a encore plus affaibli. Son propre manager fidèle a divulgué une mine d'emails, Chase dirigeant toutes ses attaques contre la famille de Zara. Une plainte à 10 millions de dollars, un bluff pour ruiner la gamine et ses cafards. Une action collective a éclaté. 15 000 acheteurs de billets arnaqués se sont joints à la plainte pour fraude. Les Grammy Awards ont retiré les 2 prix, une première dans l'histoire. Chase a hurlé de rage lors d'un appel intercepté à son équipe « Je vais enterrer cette petite fille pour toujours ». Mais la dignité a ancré Zara. Après la décision, elle a murmuré à Diana au milieu de la tempête « C'est pour la vérité, pas pour la haine ». Son trône étincelant, réduit en poussière par la lumière inébranlable et indestructible d'un enfant point pourtant, au milieu des ruines fumantes, une dernière question demeurait, troublante et sans réponse. Pourquoi la choriste de Chase, restée muette jusqu'alors, avait-elle envoyé un SMS à minuit pile sur le téléphone jetable de Zara? Je détiens les bandes originales des sessions qui prouvent tout. Mais les utiliser à un prix bien plus élevé qu'une simple victoire. Quel prix caché a coûté sa destruction totale? 3 mois après le verdict final, l'immense manoir de Chase Hendricks, perché dans les collines d'Hollywood, fut mis aux enchères. Des pancartes de saisie immobilière s'alignaient sous les tampons « Vendus », placardés sur sa flotte de voitures de luxe, son matériel de studio sur mesure et même les droits maîtres de l'ensemble de son catalogue musical. Le tribunal des faillites versa la somme vertigineuse de 23 millions de dollars en remboursement à 15 000 spectateurs, bernés par ses mensonges répétés sur ses soi-disant prestations vocales en direct. Les Grammy Awards lui retirèrent ses 2 récompenses les plus prestigieuses, une première historique. Dans une déclaration officielle, les juges évoquèrent un cas flagrant de fraude dans la représentation de sa performance vocale. Sa tournée acoustique de retour, 8 petits concerts dans des salles confidentielles, totalisant à peine 11 spectateurs. Les critiques furent impitoyables. La voix à nu d'Hendricks révèle un ténor sans éclat, dépouillé jusqu'à l'os, l'empereur est bel et bien nu. Dernière apparition connue, il débitait monotone des cours en ligne sur l'industrie musicale, face à des visioconférences désertes, ses démos affaiblis par un souffle d'amertume, un fantôme égaré, prisonnier de l'écho de sa propre gloire fanée.
Zara Williams, l'aile musique de l'école primaire Jefferson, portait désormais fièrement son nom en lettres majuscules. La première campagne GoFundMe de 300 000 $ s'était transformée en une levée de fonds nationale de plusieurs millions, finançant des bourses complètes pour des jeunes chanteurs défavorisés qui, sans elle, n'auraient jamais foulé une scène. À seulement 12 ans, elle fut la tête d'affiche des Grammy Awards, enchaînant des sifflements cristallins du Do 6 au Sol 6, soulevant la salle tout entière en standing ovation. La légendaire Yolanda Carter, à ses côtés sur scène, lui souffla « Ma fille, tu n'as pas juste recréé ce qu'il t'a volé, tu l'as gravé dans ton âme ». Sophia Mitchell signa du jour au lendemain un contrat de plusieurs millions avec un grand label, et la première page des notes de son album de début était dédiée à Zara, la fille intrépide qui a brisé mon silence après 15 années d'emprisonnement. Madame Johnson reçut un prix national pour l'excellence en enseignement, sa carrière atteignant de nouveaux sommets. Le cabinet de Diana Carter connut une explosion de succès pro bono, affichant ses victoires sur des panneaux publicitaires à travers tout le pays. La famille de Zara quitta enfin son appartement humide de Compton pour une maison modeste et stable dans une banlieue paisible. Sa mère passa aux horaires de jour, et ses frères, pour la première fois, prospérèrent dans leur uniforme d'école privée. Les essaims de paparazzi se dissipèrent. Zara retrouva la simplicité des dimanches à l'église, sa voix désormais un phare guidant d'autres enfants comme elle. Ce mystérieux message de minuit venant de la choriste, pas de piège dissimulé, juste une pure rédemption offerte librement. Les bandes maîtres originales de ces sessions scellèrent le cercueil de Chase, prouvant qu'il avait triché sur 17 morceaux répartis sur plusieurs albums. Elle les remit à Zara lors d'un rendez-vous discret sur un parking désert, lui murmurant d'une voix rauque « Ta lutte solitaire m'a rendu la mienne, on va clore ça proprement ». Le dernier fil, enfin noué à jamais, l'industrie musicale fut réformée de fond en comble. De nouvelles lois fédérales imposèrent la divulgation obligatoire du chant en direct sur chaque billet de tournée et matériel promotionnel, baptisé la « règle de Zara », issue directement des auditions du Congrès où elle témoigna, inébranlable, la voix ferme comme la pierre. La vérité ne devrait pas avoir besoin d'un tribunal pour respirer librement. Chase, impuissant, observait depuis l'oubli total, une ultime fuite de mails révélant sa supplique pathétique à ses anciens sponsors. « Engagez-moi pour n'importe quoi, conseil, session, peu importe. » Silence éternel en retour. Tous les acteurs secondaires bouclèrent leur arc. Le proviseur qui avait hésité fit l'éloge public de Zara dans tout le district, l'ingénieur lança son propre studio indépendant et éthique débordant de commandes, et Marcus Webb dirigea le premier single de Zara, propulsé instantanément en tête des classements. Une joie brute, écrasante, submergea alors des répétitions des Grammy Awards. Madame Johnson la serra contre elle en plein refrain sur scène, toutes deux éclatant en sanglots tandis que les enfants de la chorale Jeffrey explosaient de joie autour d'elle. « Tu as transformé un poison pur en des ailes qui nous élèvent tous, mon cœur. » Chase tenta une ultime attaque désespérée. Un post anonyme affirmant que Zara avait acheté sa victoire avec de l'argent de pitié, mais personne n'y prêta attention. Le monde savait depuis longtemps que sa voix ne faisait plus que résonner dans le vide. Son triomphe ne naquit pas de la vengeance, mais d'un enracinement profond et indestructible. Une famille désormais à l'abri, des talents volés enfin libérés, chaque mensonge réduit en cendres. Il avait voulu enterrer Ara vivante, mais ne creusa que sa propre tombe, à 2 mètres sous terre. Zara comprit que la lame la plus affûtée de la justice tranche net, pas à travers la rancune, mais en s'élevant si haut que sa lumière pure projette des ombres dont aucun menteur désespéré ne peut jamais s'extraire. Si les histoires de vérité brute renversant des géants intouchables te font vibrer, abonne-toi dès maintenant pour découvrir d'autres récits où les outsiders farouches réécrivent toutes les règles truquées du jeu.